Le doigt de Thomas Weber pointe un homme noir bien habillé. Vous autres, vous faites toujours perdre du temps. Il y a de vrais clients qui attendent. Le hall bondé de la Pinnacle Bank se tait. Thomas Weber, le directeur de la banque, s'approche du docteur Alexander Coleman, faisant délibérément tomber le porte-document en cuir de ses mains. Des cartes de visite premium et des documents d'investissement s'éparpillent sur le sol. Si vous avez un vrai rendez-vous, où est votre preuve, exige Weber d'une voix forte. Coleman s'agenouille pour ramasser ses affaires, conservant sa dignité malgré l'humiliation publique. Sécurité, gardez un œil sur lui, lance Weber en faisant un geste à un garde qui s'approche immédiatement. Monsieur, je dois vérifier votre identité, déclare le garde d'une voix ferme. Coleman se lève, la mâchoire serrée par une colère contenue, tandis que les clients le fixent. Il sort sa pièce d'identité, que Weber ne fait que jeter un coup d'œil avant de la rejeter. N'importe qui peut se procurer de fausses pièces d'identité de nos jours. L'expression de Coleman se durcit alors qu'il prend son téléphone et tape un message. Il est temps d'activer le plan B. Ils n'ont aucune idée à qui ils ont affaire. Le directeur ignore que le docteur Coleman n'est pas n'importe quel client. Il est sur le point de devenir l'investisseur majoritaire de la banque. Le docteur Alexander Coleman arrive à l'agence phare de Pinnacle Financial, dans le centre-ville de Chicago, précisément à 9h15. Son costume anthracite est taillé à la perfection, ses Oxford sont polis à la perfection. Pourtant, il garde son apparence volontairement discrète. Pas de montre tape à accent grave-l'œil, pas de marque de créateurs affichée. Son porte-document contient les documents pour un rendez-vous prévu concernant un investissement potentiel de 1,2 milliard de dollars de son fonds de capital risque en technologie médicale dans la nouvelle division numérique de la banque. L'agence est animée par l'activité matinale. Thomas Weber, le directeur d'agence de 52 ans, fait les 100 pas derrière le comptoir des guichets, le visage rougi par le stress. 3 employés se sont portés malades. Les files d'attente s'étirent jusqu'à la porte, et le directeur régional doit venir demain. Son col lui serre le cou. Coleman s'approche du comptoir d'accueil avec un sourire poli. Bonjour. J'ai un rendez-vous à 9h30 avec la division d'investissement. Docteur Alexander Coleman. La réceptionniste, Diane, nouvelle à ce poste, cherche sur son ordinateur. Je suis désolé, monsieur. Je ne vois aucun rendez-vous sous ce nom. Weber, qui a tout entendu, s'avance immédiatement. Il jette un coup d'œil rapide à Coleman, ses yeux se plissant légèrement. Y a-t-il un problème ici? J'ai un rendez-vous avec la division d'investissement, explique Coleman calmement. Il se peut que ce soit sous Coleman Venture plutôt que mon nom. Weber ne vérifie pas le système. Tout le monde a un rendez-vous quand il veut sauter la file. Vous devrez attendre comme tout le monde. Je comprends que vous soyez occupé, mais il s'agit d'une réunion prévue concernant une opportunité d'investissement significative. Bien sûr, dit Weber d'un geste dédaigneux. Asseyez-vous. Nous nous occuperons de vous quand nous pourrons. Pendant l'heure qui suit, Coleman observe le comportement de Weber depuis une chaise en plastique dure dans la salle d'attente. Lorsqu'un couple de personnes âgées et blanches entre, Weber les salue personnellement. Monsieur et Madame Davison, laissez-moi vous aider tout de suite. Lorsqu'un jeune professionnel blanc mentionne qu'il est pressé, Weber lui trouve une aide immédiate. Pendant ce temps, les tentatives polies de Coleman pour obtenir un suivi sont repoussées à plusieurs reprises. Alors que Coleman attend, 2 heures après l'heure de son rendez-vous, son téléphone s'illumine avec le nom du PDG de Pinnacle, ignorant totalement que son investisseur d'1 milliard de dollars est traité comme un intrus indésirable. Après 3 heures d'attente, Coleman s'approche à nouveau du comptoir. Le hall s'est quelque peu vidé, mais personne n'a appelé son nom. Sa patience s'amenuise, mais son expression reste neutre alors qu'il s'adresse directement à Weber. Excusez-moi. J'attends depuis près de 3 heures maintenant, et je suis considérablement en retard pour mon rendez-vous à l'étage. Weber ne lève pas les yeux de son ordinateur. Ses doigts continuent de taper sur le clavier tandis qu'il répond, tout le monde doit attendre son tour. Votre temps n'a pas plus de valeur que celui des autres. Il fait une pause, puis ajoute avec une pointe d'agressivité, vous autres, vous pensez toujours que votre temps est plus important que celui des autres. Les mots restent en suspens. Une cliente proche a l'air mal à l'aise, détournant rapidement le regard. La voix de Coleman reste calme. J'aimerais parler à un autre directeur, s'il vous plaît. Weber lève enfin les yeux, ses yeux parcourant délibérément le costume de Coleman, son visage rasé de près, son attitude professionnelle,
ne voyant rien de tout cela. Je suis la plus haute autorité présente aujourd'hui. Si vous n'êtes pas satisfait de notre service, vous devriez peut-être essayer la banque communautaire au bout de la rue. Ce serait peut-être plus votre genre d'endroit. L'implication est sans équivoque. La mâchoire de Coleman se crispe presque imperceptiblement. Pendant ce temps, 14 étages plus haut, la division d'investissement s'inquiète de plus en plus. Franklin Pierce, le PDG de Pinnacle, regarde à nouveau sa montre. Ce n'est pas le genre du docteur Coleman. Il n'est jamais en retard pour les réunions. Sarah Chen, vice-présidente des acquisitions, termine une autre tentative d'appel. Ça tombe toujours directement sur la messagerie vocale. Cela n'a aucun sens. Son équipe a confirmé hier. C'est une opportunité de 1,2 milliard de dollars que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre, déclare Pierce, faisant les 100 pas, surtout avec les rumeurs d'acquisition qui circulent. L'investissement de Coleman pourrait nous permettre de rester indépendants. De retour dans le hall, Coleman tient bon. J'ai un rendez-vous concernant une opportunité d'investissement importante avec votre banque. J'ai été plus que patient. Weber rit, le son aigu et dédaigneux. Bien sûr. Écoutez, si vous n'avez pas de véritable affaire bancaire à régler, je devrais vous demander de partir. Nous servons de vrais clients ici. Le téléphone de Coleman vibre dans sa poche, un autre appel d'en haut auquel il ne répond pas. Son expression se durcit légèrement. Je vois. Et à quoi ressemble exactement un vrai client pour vous, monsieur Weber? Le badge de Weber lui semble soudain très visible sur la poitrine. Il ne s'était pas présenté. À l'étage, l'équipe d'investissement appelle enfin le rez-de-chaussée de l'agence, demandant si quelqu'un a vu le docteur Alexander Coleman, leur réunion à 1 milliard de dollars qui pourrait sauver la banque d'une acquisition. Le téléphone de bureau sonne vivement. Weber le décroche, ses yeux ne quittant jamais le visage de Coleman. Weber, directeur de l'agence Pinnacle, à l'appareil. Il écoute un instant, son expression changeant subtilement. Un instant, s'il vous plaît. Il met l'appel en attente, le voyant clignotant comme un avertissement. Alors, dit Weber, sa voix prenant une tournure dangereuse. Vous prétendez être le docteur Coleman, celui qu'ils attendent à l'étage. Je suis le docteur Alexander Coleman, répond-il, cherchant son portefeuille. Bien sûr. Le ton de Weber est empreint de sarcasme. Il élève délibérément la voix, s'assurant que les clients et le personnel à proximité entendent chaque mot. Et je suis le président de la Réserve fédérale. Coleman sort son permis de conduire, le faisant glisser sur le comptoir. Mon identification. Weber le jette à peine un coup d'œil. N'importe qui peut se procurer de fausses pièces d'identité de nos jours. Jolie escroquerie sophistiquée que vous menez là. Il repousse le permis. Essayez d'usurper l'identité de quelqu'un qui a de l'argent pour accéder à des zones restreintes de la banque. L'accusation reste en suspens. Plusieurs clients se retournent pour regarder. Coleman sent leur regard sur lui, jugeant, questionnant, supposant. Le poids de ces regards lui est familier, un fardeau qu'il a porté toute sa vie professionnelle. C'est absurde, dit Coleman, la voix serrée par une colère contenue. Appelez à l'étage et vérifiez mon identité. Oh, je suis sûr que votre complice vérifierait tout ce que vous voulez. Weber fait un geste vers un agent de sécurité. Je crois que cet individu tente de commettre une fraude en se faisant passer pour un client. Une cliente âgée et blanche s'avance. C'est complètement non professionnel. Vous n'avez même pas correctement vérifié ses références. Weber la rejette d'un geste de la main. Madame, je gère une situation de sécurité. Veuillez vous reculer. Le voyant lumineux de l'appel en attente continue de clignoter rythmiquement. À l'étage, les cadres s'impatientent d'être laissés en attente. Sarah Chen, frustrée par le manque de réponse du rez-de-chaussée, saisit sa tablette. Je descends moi-même. Quelque chose ne va pas. De retour dans le hall, Weber contourne le comptoir, envahissant l'espace personnel de Coleman. Videz vos poches, s'il vous plaît. Voyons ce que vous transportez d'autre. Absolument pas, Coleman tient bon. Je ne serai pas humilié davantage. C'est ce que je pensais. Vous n'avez aucun droit d'être ici. La voix de Weber monte de nouveau. Soit vous obtempérez, soit vous quittez les lieux immédiatement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Sarah Chen débouche dans le hall, cherchant son investisseur disparu.
Elle repère immédiatement la confrontation, la foule qui se rassemble, l'agent de sécurité qui s'approche, et Coleman qui se tient rigide tandis que Weber poursuit sa tirade. Elle se précipite. Docteur Coleman. Weber se retourne. Madame, veuillez vous reculer. Cet individu est le neurochirurgien et capital risqueur que toute notre équipe de direction attend depuis ce matin, termine Chen, le visage rougi de gêne. Docteur Coleman, je suis tellement désolé. Qu'est-ce qui se passe ici? Le visage de Weber perd toute couleur, mais sa posture reste défensive. Il y a eu un malentendu. Nous avons des protocoles de sécurité qui incluent apparemment le profilage racial et l'humiliation publique, l'interrompt Coleman, sa voix calme mais percutante. Il se tourne vers Chen. Je m'excuse, mademoiselle Chen, mais je ne resterai pas pour la réunion. Je dois reconsidérer certains aspects de notre partenariat potentiel. L'expression de Chen se décompose. Docteur Coleman, s'il vous plaît. Quoi qu'il soit arrivé, je suis sûr que nous pouvons. Ce qui est arrivé est tout à fait clair pour toutes les personnes présentes. Coleman boutonne sa veste de costume. Bonne journée. Il se dirige vers la sortie, le dos droit, sa dignité intacte malgré tout. À travers les portes vitrées, une Mercedes noire est garée sur le trottoir, son chauffeur observant la scène avec inquiétude. En quittant, Coleman appelle son assistante. Contactez notre équipe juridique et la SEC et organisez une réunion avec le conseil d'administration de Pinacle, mais ne leur dites pas pourquoi. La Mercedes s'éloigne du trottoir, se fondant en douceur dans la circulation du centre-ville. Ce n'est que maintenant, dans l'intimité de l'arrière de la voiture, que la façade sereine de Coleman se fissure. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il desserre sa cravate. Il prend une profonde inspiration, puis une autre, luttant pour digérer l'humiliation qu'il vient de subir. Tout va bien, Doc, demande son chauffeur, Michael, croisant le regard de Coleman dans le rétroviseur. J'ai vu ce qui s'est passé à travers les vitres. Cet homme n'avait aucun droit. Coleman regarde le gratte-ciel de Chicago. 30 ans, Michael. École de médecine à Hopkins, bourse de neurochirurgie à Mayo, j'ai bâti une entreprise technologique qui vaut des milliards, et pourtant... Sa voix s'éteint. On vous traite toujours comme si vous n'aviez pas votre place, termine Michael doucement. Exactement. Coleman redresse les épaules. Mais ce sera la dernière fois de la part de cette institution. La toute dernière fois. Il prend son téléphone, faisant défiler les 15 appels manqués de l'équipe de direction de Pinacle. Au lieu de cela, il compose le numéro de son conseiller financier principal. Janet, réunissez l'équipe pour une réunion d'urgence dans 30 minutes. Présence numérique complète, protocole de sécurité les plus élevés. Il fait une pause. Il est temps d'exécuter le projet Watershed, mais avec des modifications. Au siège de Pinacle, le chaos éclate. Sarah Chen fait irruption dans la salle de conférence où l'équipe de direction attend avec anxiété. Il est parti. Il est parti. Sa voix tremble légèrement. Il y a eu un incident en bas avec le directeur Weber. Le docteur Coleman a été traité. Elle cherche un mot approprié. Abominablement. Le PDG Franklin Pierce se lève brusquement. Que s'est-il passé exactement? D'après ce que j'ai compris, il a été forcé d'attendre pendant des heures, accusé de fraude, on a failli appeler la sécurité sur lui, et on lui a dit de vider ses poches pour prouver qu'il avait sa place là. Mon Dieu, murmure Pierce. L'investissement de 1,2 milliard de dollars est probablement perdu, termine Chen. Et franchement, monsieur, cela devrait être notre préoccupation secondaire en ce moment. La façon dont il a été traité. Pierce compose déjà son téléphone. Mettez Weber en vidéoconférence maintenant. Son visage rougit en attendant. C'est un désastre. Weber apparaît à l'écran, son expression défensive avant même que quiconque ne parle. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, exige Pierce. Il y a eu un malentendu, commence Weber. Cet individu ne s'est pas correctement identifié comme un client important. Il donnait l'impression d'essayer de sauter la file, prétendant avoir un rendez-vous important. Donc, vous avez automatiquement supposé qu'il mentait? Sur quelle base exactement? Weber se déplace inconfortablement. Monsieur, nous avons des procédures. Il ne correspondait pas au profil de nos clients fortunés typiques. S'il avait simplement expliqué plus clairement qui il était. Arrêtez de parler. Pierce le coupe.
Vous en avez dit plus qu'assez. Dans le bureau de Coleman au centre-ville, son équipe se rassemble virtuellement et en personne. Conseillers financiers, conseillers juridiques, stratèges en investissement, tous attendent que Coleman expose son plan. Notre stratégie initiale était simple. Un investissement direct dans la division bancaire numérique de Pinacle. C'est maintenant hors de question. Il affiche une structure d'actionnariat de Pinacle. Au lieu de cela, nous exécutons un plan en 3 phases. Première phase, acquisition discrète d'actions par le biais de nos différentes sociétés de portefeuille. Je veux une participation significative sans déclencher les exigences de divulgation aussi longtemps que possible. Son conseiller général soulève une préoccupation. Et quel est le but ultime ici, Alex? La vengeance? Coleman secoue fermement la tête. Pas la vengeance. La réforme. La deuxième phase sera une enquête approfondie sur les pratiques discriminatoires chez Pinacle. Non seulement en ce qui me concerne, mais de manière systémique. Et la troisième phase, il fait une pause, regardant chaque membre de l'équipe. La troisième phase est celle où nous utilisons notre influence pour créer un changement significatif dans leur culture et leurs pratiques d'entreprise. Son directeur des investissements hoche lentement la tête. Nous avons le capital pour acquérir jusqu'à 30% sans perturbation excessive du marché si nous agissons avec prudence. Alors commençons immédiatement. L'expression de Coleman est résolue. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas à propos de moi. Il s'agit de chaque personne qui entre dans cette banque sans $1 milliard derrière son nom et qui fait face au même traitement ou pire. Cela s'arrête maintenant. Alors que Coleman finalise ses plans, le PDG de Pinacle reçoit une alerte indiquant que quelqu'un achète rapidement d'importants blocs d'actions de la banque, mais ils ne peuvent pas identifier l'acheteur. Une semaine passe. L'équipe d'investissement de Coleman travaille avec précision, acquérant des actions de Pinacle par l'intermédiaire de cette société de portefeuille différentes. Leur participation s'élève désormais à 12%, ce qui est significatif, mais toujours en dessous du seuil nécessitant une divulgation publique. Le cours de l'action de la banque augmente légèrement en raison du volume d'échanges accru, mais personne chez Pinacle n'a relié ses achats à Coleman. Pendant ce temps, Coleman rencontre Ramirez Investigation dans un bureau discret donnant sur le lac Michigan. Leur enquêteur principal fait glisser un rapport préliminaire sur la table. Nous avons documenté 28 cas de pratiques discriminatoires dans les agences de Pinacle à Chicago en une seule semaine, explique-t-elle. Des temps d'attente variés, des exigences de documents différentes, des normes de prêt incohérentes basées sur la démographie des clients. Coleman examine les données. Cela confirme ce que je soupçonnais. Ce n'est pas isolé à une seule agence ou à un seul directeur. Plus tard dans l'après-midi, Coleman est assis en face de Gabrielle Torres, une avocate spécialisée dans les droits civiques avec un palmarès impressionnant de victoires contre des institutions financières. Les murs de son bureau affichent des accords à l'amiable encadrés de 3 grandes banques. Les preuves que vous rassemblez sont convaincantes, dit Torres en examinant les rapports d'enquête. Mais pour créer un changement durable, nous devons démontrer que c'est systémique, et non anecdotique. Coleman hoche la tête. C'est précisément mon objectif. Je ne veux pas seulement que Weber soit tenu responsable. Je veux transformer le fonctionnement de toute l'institution. Vous pourriez simplement porter votre affaire ailleurs, fait remarquer Torres. La plupart des gens dans votre position le feraient. Rien ne changerait, répond Coleman. La prochaine personne qui entrerait en ressemblant à moi, mais sans mes ressources, ferait face exactement au même traitement. Dans l'agence de Pinacle au centre-ville, Weber rassemble son personnel pour une réunion matinale. Sa réprimande formelle est dans son dossier personnel, mais son poste reste sûr, un fait qui n'a pas échappé aux employés. Nous devons être particulièrement vigilants en ce qui concerne les protocoles de sécurité, dit Weber à son équipe, le ton sec. Certains individus pourraient chercher à créer des situations qu'ils peuvent exploiter contre la banque. Soyez respectueux mais fermes avec tous les clients qui ne suivent pas les procédures appropriées. Une nouvelle guichetière lève la main. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie utiliser votre jugement, répond Weber avec un regard significatif. Et soyez particulièrement prudent avec les clients qui pourraient chercher à causer des problèmes. Plusieurs membres du personnel échangent des regards, comprenant le langage codé. Dans son bureau, le PDG Franklin Pierce examine les dernières tentatives pour contacter Coleman. Tous les appels restent sans réponse. Tous les courriels reçoivent la même réponse automatisée, le Dr Coleman réévalue sa relation avec Pinacle Financial.
Nous devons régler cela, dit Pierce à Sarah Chen. La seule exposition médiatique pourrait être dévastatrice si cela se savait. Chen hésite. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, peut-être devrions-nous nous concentrer sur la résolution du problème réel plutôt que sur la simple perception. Pierce agite la main de manière dédaigneuse. Bien sûr, mais la gestion de crise passe en premier. Trouvez un moyen de ramener Coleman à la table. Ce qu'aucun des deux ne réalise, c'est que Coleman reçoit désormais des notifications de leurs appels de conseil d'administration en tant qu'actionnaire important. Il écoute les préoccupations de Pierce concernant l'image plutôt que la substance, confirmant exactement ce qu'il soupçonnait de la culture d'entreprise. Coleman reçoit un rapport montrant que Weber a un historique d'incidents similaires que Pinnacle a systématiquement étouffé, et le lanceur d'alerte est quelqu'un à l'intérieur de la banque. La participation de Coleman dans Pinnacle Financial atteint 23% à la 3e semaine de sa campagne d'acquisition discrète. La direction de la banque remarque le mouvement boursier inhabituel, créant des ondes d'inquiétude au sein des rangs des cadres. Lors d'un appel d'urgence, les membres du conseil spéculent follement sur l'identité de l'acheteur. Ça pourrait être Meridian qui tente une OPA hostile, suggère un administrateur. Ou des investisseurs qui cherchent à s'implanter dans le secteur bancaire américain. Peu importe qui c'est, ils sont délibérés pour rester juste en dessous du seuil de divulgation, observe Pierce, la tension perceptible dans sa voix. Je n'aime pas ça. De l'autre côté de la ville, Coleman attend dans un café tranquille à quelques pâtés de maison de l'agence principale de Pinnacle. Il vérifie sa montre. 15h15 exactement. Une jeune femme en tenue professionnelle décontractée s'approche de sa table. Elle jette un regard nerveux par-dessus son épaule avant de s'asseoir. Docteur Coleman, je suis Diane. Nous nous sommes rencontrés brièvement à l'agence. La reconnaissance scintille dans les yeux de Coleman. La réceptionniste. Merci d'être venu. Elle pose une clé USB sur la table, la faisant glisser vers lui d'une main tremblante. Tout est là. Cette plainte pour discrimination contre Weber en 5 ans. Toute réglée avec des accords de confidentialité et des paiements en espèces. Coleman ne touche pas encore la clé. Pourquoi faites-vous cela? Vous risquez votre emploi. Les yeux de Diane se durcissent. Ma grand-mère n'a pas pu obtenir un prêt immobilier de Pinnacle en 1983 malgré un crédit parfait. Ma mère n'a pas pu en 2001. Je pensais que les choses avaient changé quand ils m'ont embauché. Elles n'ont pas changé. Elle prend une profonde inspiration. Il y a plus. Weber a bloqué les recommandations de promotion pour chaque employé minoritaire de son agence. La documentation est toute là. Évaluation de performance modifiée, qualification remise en question, toujours avec une dénégation plausible. Coleman hoche la tête, prenant finalement la clé. Je veillerai à ce que vous soyez protégé. Je ne veux pas de protection, répond fermement Diane. Je veux du changement. Pendant ce temps, Weber devient de plus en plus paranoïaque. Il remarque des clients inconnus qui s'attardent plus longtemps que d'habitude, observant les interactions dans toute l'agence. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que ces enquêteurs documentent le traitement différentiel des clients en fonction de leur race et de leur apparence. Weber convoque une réunion de personnel impromptue. À compter de maintenant, nous mettons en œuvre des protocoles de sécurité renforcés. Toute transaction non courante nécessite une double vérification d'identité. Il fait une pause, baissant la voix. Utilisez votre discernement pour l'application, mais soyez minutieux avec les profils à haut risque. Une guichetière expérimentée fronce les sourcils. Qu'est-ce qui constitue un risque élevé? Vous savez exactement ce que je veux dire, lâche Weber. Ne me faites pas les plaies. À la fin de la semaine, les plaintes des clients augmentent de 40%. La plupart proviennent de clients issus de minorités soumis à une vérification renforcée pour des transactions courantes. La direction régionale le remarque, demandant une explication pour cette augmentation soudaine. Au siège de Pinnacle, Sarah Chen passe sa soirée à faire des recherches sur le docteur Alexander Coleman, fouillant plus profondément que le profil exécutif standard. Ce qu'elle découvre est stupéfiant, ses brevets médicaux, ses investissements technologiques, son œuvre philanthropique et son influence dans de multiples industries, plus inquiétant, des liens avec plusieurs sociétés holding qui ont récemment acheté des actions de Pinnacle. Elle fixe son écran, reliant des points que personne d'autre n'a connectés. Après un long moment, elle ferme son ordinateur portable sans partager sa découverte. Sa loyauté envers l'institution vacille alors qu'elle pèse ce qu'elle a appris contre ce qu'elle a vu dans l'agence ce jour-là.
le conseil d'administration de la banque convoque une réunion d'urgence au sujet des achats d'actions anonymes, et Coleman reçoit son invitation officielle en tant qu'actionnaire majeur qui ne peut plus rester anonyme. Coleman examine l'invitation formelle à la réunion d'urgence du conseil d'administration de Pinnacle, prévue pour demain à 9 h. Son équipe juridique l'entoure dans la salle de conférence de son bureau, finalisant la stratégie pour la révélation qui ne peut plus être retardée. Ils ont découvert votre position d'actionnaire, explique son conseiller juridique général. Les réglementations de la SEC exigent votre présence en tant qu'actionnaire majeur. Coleman hoche la tête, étudiant l'ordre du jour proposé. Timing parfait. Notre enquête a recueilli suffisamment de preuves pour étayer des demandes de changement complètes. Son avocat principal fait glisser un document sur la table. Ce sont nos conditions non négociables pour la réforme. Le service juridique les a validées pour leur applicabilité, et les relations publiques les ont élaborées pour un impact maximal. Coleman passe la liste en revue. Audit indépendant de toutes les plaintes pour discrimination au cours de la dernière décennie. Formation obligatoire contre les préjugés avec des résultats mesurables. Remaniement de la diversité des cadres. Conseil de responsabilisation communautaire avec une autorité réelle. Critères de prêts transparents appliqués équitablement à toutes les catégories démographiques. Et s'ils résistent, demande Coleman. Alors nous rendons tout public, répond son directeur de la communication. Les résultats de l'enquête, les documents des lanceurs d'alerte, le schéma des règlements, leur action chuterait, et les agences de régulation lanceraient des enquêtes immédiates. Coleman tapote pensivement le document. Il faut que ce soit clair. Nous préférons la coopération, mais nous sommes entièrement préparés à la confrontation. Au siège de Pinnacle, l'équipe de direction se prépare au combat contre son mystérieux actionnaire. Le PDG Franklin Pierce se tient devant un tableau blanc couvert de stratégies défensives. Nous devons présenter un front uni, insiste-t-il. Quel que soit cet investisseur, il se positionne clairement pour une action hostile. Notre priorité est de protéger la valeur actionnariale et de maintenir l'indépendance. Les membres du conseil d'administration acquiescent, aucun d'entre eux n'étant conscient de la véritable identité de leur nouvel actionnaire majeur. Seule Sarah Chen est assise tranquillement, partagée entre ses soupçons et sa loyauté envers l'institution. Et si ce n'était pas une attaque, ose-t-elle finalement? Et si c'était une opportunité? Pierce ricane. Une opportunité? L'accumulation anonyme d'actions n'est jamais amicale, Sarah. C'est de la finance de base. Peut-être que nous n'avons pas toute l'image, insiste-t-elle, évitant soigneusement de révéler ses soupçons. Nous le saurons demain, conclut Pierce, rejetant ses préoccupations. D'ici là, nous restons fermes face à toute demande qui compromettrait notre autonomie opérationnelle. De l'autre côté de la ville, Coleman rencontre une coalition de défenseurs de la banque communautaire et de leaders des droits civiques dans une salle à manger privée. Il partage ses plans tandis que les serveurs placent le dîner devant le groupe influent. Ce que vous tentez est sans précédent, déclare le révérend Michael, une voix respectée en matière de justice économique. La plupart des gens avec vos ressources investiraient simplement ailleurs. Partir serait plus facile, reconnaît Coleman. Mais créer un changement systémique exige de travailler depuis une position de pouvoir. J'ai ce pouvoir maintenant. La question est, me soutiendrez-vous publiquement le moment venu? Les leaders communautaires échangent des regards, puis un par un, ils hochent la tête en signe d'accord. Il ne s'agit pas seulement d'un incident ou d'une banque, poursuit Coleman. Il s'agit de changer la manière fondamentale dont les institutions financières interagissent avec les communautés de couleur. Le succès ici crée un modèle que nous pouvons appliquer à l'ensemble de l'industrie. Pendant ce temps, Weber tente de limiter les dégâts, sentant sa position s'affaiblir. Il approche individuellement les employés, cherchant des déclarations de soutien à son style de gestion. La plupart obtempèrent par peur, mais la résistance grandit, surtout après le discret plaidoyer de Diane auprès de ses collègues. Le matin arrive. Coleman ajuste sa cravate avant de monter dans sa voiture qui l'attend. Le costume d'aujourd'hui est différent, bleu nuit, impeccablement taillé avec de subtils boutons de manchette dorés portant son blason familial. Fini l'apparence discrète. Aujourd'hui, il affiche son pouvoir ouvertement. Prêt, Doc, demande Michael, tenant la portière de la voiture. Plus que prêt, répond Coleman. Il est temps qu'ils comprennent exactement à qui ils ont affaire. Alors que Coleman entre au siège de Pinnacle pour la réunion du conseil d'administration, il passe devant Weber dans le hall, qui ne le reconnaît pas et lui demande une fois de plus s'il a un rendez-vous.
Le conseil d'administration de Pinacle Financial bourdonne d'une énergie tendue. 12 membres du conseil s'installent autour de la table en acajou poli, chuchotant des stratégies et des préoccupations. Le PDG Franklin Pierce fait les 100 pas à la tête, révisant ses notes pour sa présentation défensive. L'avocat principal de la banque est vigilant, préparé à la confrontation avec leurs mystérieux investisseurs. Des nouvelles de l'identité de notre interlocuteur, demande un membre du conseil à Pierce. Aucune. Leurs avocats ont été frustrés discrets, répond Pierce, regardant sa montre. Mais nous sommes préparés à toute demande raisonnable ou déraisonnable. Sarah Chen est assise tranquillement, observant la porte, ses soupçons non partagés. Précisément à 9 heures, la porte de la salle du conseil s'ouvre. Coleman entre, flanqué de son équipe juridique. La salle se tait. Plusieurs cadres présents lors de la réunion d'investissement originale le reconnaissent instantanément, leurs expressions passant de la confusion à une réalisation horrifiée. Pierce, qui n'a jamais rencontré Coleman en personne, s'avance avec un sourire de circonstance. Bienvenue. Je suis Franklin Pierce, PDG de Pinacle Financial, et vous êtes le docteur Alexander Coleman. Sa voix porte facilement à travers la pièce. Bien que nous devions nous rencontrer il y a 3 semaines concernant un investissement de 1,2 milliard de dollars dans votre division bancaire numérique. Pierce se fige, le visage livide. Chen ferme brièvement les yeux, ses soupçons confirmés. Dr Coleman. Pierce se ressaisit rapidement. Il semble y avoir eu un malentendu. Si nous pouvions discuter de ce malheureux incident en privé. Il n'y a eu aucun malentendu, interrompt calmement Coleman. Et rien de cette discussion ne sera privé. Il fait un geste vers son équipe. Je suis ici aujourd'hui en ma qualité de propriétaire de 23% des actions en circulation de Pinacle Financial. L'annonce est comme un coup physique. Les membres du conseil échangent des regards alarmés tandis que Coleman prend place à la table, directement en face de Pierce. C'est vous qui avez acheté nos actions, déclare Pierce inutilement. Oui. Coleman ouvre sa mallette, en sortant un épais rapport relié qu'il pose délibérément sur la table. Et maintenant, nous devons discuter du pourquoi. L'avocat principal de Coleman distribue des copies du rapport à chaque membre du conseil. Ce document contient des preuves documentées de pratiques discriminatoires systématiques dans les agences de Pinacle, ciblant spécifiquement les clients de couleur. Ce sont des allégations graves, commence l'avocat de la banque. Ce sont des faits, corrige Coleman, recueillis par des enquêteurs indépendants au cours des 3 dernières semaines, complétés par des documents internes fournis par vos propres employés. Les membres du conseil feuillettent frénétiquement le rapport, les expressions devenant de plus en plus sombres. Pierce tente de reprendre le contrôle. Dr Coleman, bien que nous prenions au sérieux toute allégation d'irrégularité, je suis sûr que nous pouvons parvenir à un arrangement qui répondra à vos préoccupations sans mesure drastique. Peut-être un règlement privé. Je ne suis pas ici pour un règlement, interrompt Coleman, sa voix se durcissant. Je ne suis pas ici pour me venger ni pour nuire à cette institution. Je suis ici pour la réparer. Il se lève, captivant toute l'attention de la pièce. Que ma position soit claire. J'ai le capital pour augmenter ma participation à une participation de contrôle. J'ai des preuves qui pourraient déclencher des enquêtes réglementaires et des recours collectifs. Mais ce que je veux, c'est une réforme. Coleman énonce ses exigences une par une, l'audit indépendant, la formation anti-préjugés, le remaniement de la diversité des cadres, le conseil de responsabilisation communautaire et les critères de prêt transparents. Le conseil se divise dans ses réactions. Certains membres semblent calculer, évaluant les implications financières. D'autres semblent réellement choqués par les preuves présentées. Quelques-uns semblent ouvertement hostiles aux demandes de Coleman. Sarah Chen lève la main. J'ai examiné les preuves et je soutiens les propositions du docteur Coleman. Tous les regards se tournent vers elle avec surprise. Ce qui lui est arrivé? Ce qui arrive apparemment à de nombreux clients va à l'encontre de tout ce que cette institution devrait représenter. Pierce la fixe du regard, mais elle poursuit, nous avons l'opportunité de mener l'industrie vers une réforme significative plutôt que d'y être entraîné par un scandale public. Coleman hoche la tête avec reconnaissance à Chen avant de s'adresser à nouveau à l'ensemble du conseil. Ce que vous avez vécu de ma part aujourd'hui, en entrant avec un pouvoir dont vous ignoriez la possession, arrive à des gens comme moi tous les jours, mais en sens inverse. Nous entrons dans des espaces où notre valeur, notre caractère, notre humanité même sont instantanément sous-évalués en fonction de l'apparence. Il marque une pause, laissant les mots s'imprégner.
J'aurais pu me permettre de m'en aller. La plupart des gens confrontés à la discrimination dans vos agences ne le peuvent pas. Ils ont besoin de ces services bancaires, de ces prêts, de ces opportunités, et ils méritent un traitement égal, quelle que soit leur valeur nette. Pierce, reconnaissant la position précaire de la banque, passe à la gestion des dégâts. Dr Coleman, vos remarques sont bien comprises. Nous sommes prêts à examiner vos propositions, mais des changements aussi importants nécessitent du temps et une mise en œuvre minutieuse. Nous pourrions peut-être former un comité pour étudier. Pas de comité, pas d'études, pas de délai. Le ton de Coleman n'admet aucune discussion. Vous mettez en œuvre ces changements immédiatement et de manière transparente. Et si nous exigeons la confidentialité de cet arrangement, demande Pierce, pour protéger la réputation de la banque pendant la transition? L'expression de Coleman se durcit. La transparence est non négociable. Les problèmes sont apparus en public. Les solutions le seront aussi. La tension dans la pièce est palpable alors que Pierce réalise qu'il n'a aucun levier. Coleman possède suffisamment d'actions pour forcer un vote du Conseil que Pierce perdrait probablement. Les preuves contenues dans le rapport pourraient déclencher une action réglementaire. L'action de la banque chuterait si cela devenait public sans un plan de remédiation clair. Nous devrons discuter des détails, concède Pierce à contre-cœur. Bien sûr, acquiesce Coleman. Mon équipe travaillera avec la vôtre sur la mise en œuvre, mais le Conseil vote sur ces principes aujourd'hui. Alors que le Conseil se prépare à voter, Coleman livre son dernier point. Une dernière chose. J'ai programmé une conférence de presse pour demain matin à 9 h. Soit Pinacle annonce ses réformes à mes côtés, démontrant son engagement envers le changement, soit j'annonce mes découvertes de manière indépendante. Le choix vous appartient. Alors que la réunion du Conseil se termine par un vote réticent en faveur des exigences de Coleman, son téléphone reçoit silencieusement la confirmation par SMS que son équipe vient de terminer l'acquisition de 4% supplémentaires des actions de Pinacle. Une assurance contre toute résistance de dernière minute. Les heures suivant la réunion du Conseil éclatent en un chaos contrôlé à travers Pinacle Financial. Des sessions de stratégie d'urgence remplissent les salles de conférence. Les équipes juridiques élaborent des cadres de conformité. Les cadres des ressources humaines révisent les politiques du personnel. Le département des relations publiques élabore des messages de crise. Dans la suite exécutive, Pierce fait les 100 pas devant son équipe de direction. C'est la transformation la plus importante de l'histoire de Pinacle, et nous avons moins de 24 heures pour préparer une annonce publique. C'est la bonne chose à faire, intervient Sarah Chen, s'attirant des regards noirs de plusieurs collègues. Que ce soit bien ou non, ça arrive, lâche Pierce. J'ai besoin des plans de mise en œuvre de chaque département avant minuit. De l'autre côté de la ville, Coleman informe sa coalition de leaders des droits civiques et de défenseurs de la banque communautaire. Le conseil d'administration de Pinacle a approuvé toutes nos exigences. Demain, nous annoncerons le partenariat publiquement. Partenariat, interroge le révérend Michael. C'est une terminologie généreuse pour ce que vous avez orchestré. Coleman secoue la tête. Ce n'est pas une OPA hostile. C'est une transformation. La distinction est importante si nous voulons un changement durable plutôt qu'une conformité défensive. À 9 h, Coleman prend la parole, flanqué de Pierce et des membres du conseil d'administration d'un côté, et de leaders des droits civiques de l'autre. Leur alliance inconfortable transparaît dans leur posture rigide. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Pinacle Financial et potentiellement pour l'industrie bancaire dans son ensemble, commence Coleman. Pinacle annonce des réformes complètes pour garantir des pratiques bancaires équitables à tous les clients, quelle que soit leur race, leur origine ethnique ou leur situation économique. Il décrit chaque initiative, l'audit indépendant des plaintes pour discrimination, la formation obligatoire contre les préjugés avec des résultats mesurables, le remaniement de la diversité des cadres, le conseil de responsabilisation communautaire, les critères de prêt transparents. Ces changements représentent non seulement des mots, mais des engagements actionnables et mesurables avec de réelles conséquences en cas de non-conformité, explique Coleman. Pierce s'avance, sa déclaration prudente, mais engagée. Pinacle Financial reconnaît que nous n'avons pas toujours été à la hauteur de nos valeurs de service égales pour tous les clients. Aujourd'hui, nous nous engageons à un changement systémique. De l'autre côté de la ville, Thomas Weber regarde la conférence de presse, son visage se tordant d'incrédulité. L'homme qui l'a humilié contrôle désormais l'avenir de la banque. Il cherche son téléphone, composant la ligne directe de Pierce. L'appel reste sans réponse. Au lieu de cela,
son téléphone de bureau sonne. Les ressources humaines. Monsieur Weber, votre présence est requise à une réunion concernant votre statut d'emploi, avec effet immédiat. La conférence de presse se poursuit, les journalistes interrogeant Coleman et Pierce. Dr Coleman, votre acquisition d'actions a-t-elle été motivée par une discrimination personnelle chez Pinnacle, demande un journaliste du Wall Street Journal. Mes décisions d'investissement sont toujours basées sur la valeur potentielle, répond Coleman. Dans ce cas, je reconnais que Pinnacle pourrait devenir plus précieuse en servant toutes les communautés de manière égale. PDG Pierce, y aura-t-il une reddition de comptes pour les employés qui se sont livrés à des pratiques discriminatoires, interpelle un journaliste du magazine Black Enterprise. Pierce se déplace inconfortablement. Nous menons un examen approfondi de tout le personnel. Des mesures appropriées seront prises en fonction des conclusions. L'histoire explose dans les médias en quelques heures. Les nouvelles financières font état des réformes sans précédent. Les organisations de défense des droits civiques saluent les mesures concrètes de responsabilisation. Les analystes de l'industrie bancaire débattent de l'impact potentiel sur les résultats de Pinnacle. Dans l'après-midi, 3 autres grandes banques annoncent des examens proactifs de leurs propres pratiques, tentant de prendre les devants sur un examen potentiel. Au siège de Pinnacle, la mise en œuvre commence immédiatement. Les consultants en diversité de Coleman arrivent pour entamer le processus d'audit. Les RH distribuent de nouvelles directives d'interaction avec les clients. Le service juridique examine tous les accords de confidentialité des 10 dernières années. Diane reçoit un appel de Sarah Chen. Le conseil d'administration a approuvé votre promotion au poste de coordinatrice diversité et inclusion pour votre agence. Avec effet immédiat. Et Weber, demande Diane avec prudence. Suspendu en attendant l'enquête, confirme Chen. Et entre nous, il ne reviendra pas. Weber est assis avec son avocat personnel, examinant les options. Ils ne peuvent pas faire de moi le bouc émissaire de pratiques institutionnelles, s'emporte-t-il. Son avocat semble sceptique. Les preuves suggèrent que vous avez appliqué les protocoles de manière disproportionnée en fonction de la race. C'est difficile à défendre. C'est une chasse aux sorcières, insiste Weber. Je dépose une plainte pour licenciement abusif contre Coleman et Pinnacle. Pendant ce temps, Coleman rencontre son équipe juridique. Weber menace de poursuites judiciaires. Son avocat rapporte qu'il prétend être le bouc émissaire. Laissez-le faire, répond Coleman. La découverte ne fera que renforcer notre position sur les problèmes systémiques. Une semaine plus tard, les premiers résultats de l'audit arrivent, confirmant des disparités généralisées dans les services, les approbations de prêts et les temps d'attente basés sur les données démographiques des clients dans plusieurs agences. Les conclusions déclenchent l'intérêt réglementaire de la Réserve fédérale et du Bureau de protection financière des consommateurs. Les analystes en investissement émettent des recommandations mitigées sur l'action Pinnacle. Certains prédisent une volatilité à court terme, mais une croissance à long terme grâce à l'élargissement de la part de marché dans des communautés auparavant mal desservies. D'autres expriment des inquiétudes concernant les coûts de conformité. Coleman aborde ses préoccupations sur les réseaux financiers. Les institutions bancaires qui considèrent le service équitable comme un fardeau plutôt qu'une opportunité passent à côté de l'essentiel. Il existe un potentiel de marché inexploité dans les communautés qui ont été historiquement sous-bancarisées. Dans l'ensemble de l'industrie financière, les cadres tiennent des réunions d'urgence. Les responsables de la conformité relancent des initiatives de diversité auparavant traitées comme de simples formalités. Les départements des ressources humaines examinent les historiques de plaintes pour des schémas auparavant ignorés. Sarah Chen présente les progrès du premier mois au conseil d'administration. Les changements créent des effets positifs au-delà des attentes. Les scores de satisfaction client ont augmenté de 27% dans toutes les catégories démographiques des agences réformées. Alors que les réformes commencent à prendre forme, Weber fait un geste désespéré, intentant une action en diffamation contre Coleman et Pinnacle, forçant une audience publique qui pourrait révéler encore plus de secrets de la banque. Le palais de justice du comté de Cook bourdonne d'activités médiatiques tandis que Thomas Weber gravit les marches dans son nouveau costume. Son avocat lui murmure des derniers conseils. N'oubliez pas, vous êtes la victime d'un bouc émissaire corporatif, pas d'un préjugé personnel. À l'intérieur, Coleman est assis calmement à côté de son équipe juridique tandis que le juge Morrison ouvre l'audience préliminaire. La galerie déborde de journalistes et de militants. Cette audience déterminera s'il y a lieu de donner suite aux allégations de diffamation de M. Weber, explique-t-elle. L'avocat de Weber s'approche avec confiance.
Votre honneur, mon client a été désigné comme le bouc émissaire de pratiques institutionnelles. Pinacle Financial, en collusion avec le Dr Coleman, a détruit la réputation de M. Weber pour protéger son image corporative. L'avocat de Coleman rétorque, cette poursuite tente de reformuler un comportement discriminatoire en politique. M. Weber a appliqué les protocoles de manière sélective en fonction de la race. De plus, la diffamation exige de fausses déclarations. Tout ce qui a été dit de M. Weber était manifestement vrai. Lors du contre-interrogatoire, la façade de Weber s'effondre rapidement. Pourquoi avez-vous exigé que le Dr Coleman vide ses poches alors que des clients blancs effectuant des transactions similaires n'ont pas été invités à le faire, demande l'avocat de Coleman. Il montrait un comportement suspect, affirme Weber. Quel comportement spécifique était suspect? Il insistait sur un rendez-vous que nous ne pouvions pas vérifier. Pourtant, vous avez personnellement aidé 3 clients blancs arrivés après lui. Étiez-vous également trop occupé pour eux? Lorsqu'on lui présente des données montrant des schémas de traitement disparates, Weber devient défensif. Des clients différents exigent des approches différentes. Il s'agit de gestion des risques. Des risques basés sur quels critères, exactement? Weber hésite trop longtemps. L'expérience. Le jugement professionnel. Le témoignage de Diane assène des coups précis avec ses preuves documentées, des incidents spécifiques, le langage utilisé et les écarts de service basés uniquement sur l'apparence. Monsieur Weber nous a demandé d'appliquer une vérification renforcée à certains clients, explique-t-elle. Lorsqu'on lui demandait des éclaircissements, il disait des choses comme « vous savez, le type ». Mais le schéma était clair. Les clients issus de minorités faisaient l'objet d'un examen supplémentaire, quel que soit le type de leur transaction. Le coup fatal survient lors de l'interrogatoire de redirection, lorsque l'avocat de Weber tente de limiter les dégâts. Auriez-vous traité le Dr Coleman différemment si vous aviez connu sa situation financière? Weber répond, bien sûr. C'est juste une bonne pratique commerciale. Les clients de grande valeur reçoivent un service premium. L'avocat de Coleman bondit, alors vous admettez que vous préjugez de la valeur des gens en fonction de leur seule apparence, puis que vous les traitez en conséquence? Ce n'est pas ce que je... Weber s'arrête, réalisant son aveu. La juge Morrison rejette les allégations de diffamation et renvoie l'affaire à la division des droits civiques pour d'éventuelles actions supplémentaires. À l'extérieur, des journalistes entourent Weber tandis que des manifestants tiennent des pancartes, faire des opérations bancaires en étant noir ne devrait pas être un crime. Sa déclaration préparée s'évapore tandis que les caméras se braquent sur lui. Je faisais juste mon travail, commence-t-il, puis s'arrête, voyant l'hostilité que ces mots génèrent. J'ai peut-être mal jugé la situation. Ce soir-là, Coleman rencontre Weber dans une salle de conférence neutre. L'ancien directeur confiant entre avec prudence. Je ne me suis jamais considéré comme ayant des préjugés, dit Weber. Je faisais juste ce que je pensais être le mieux pour la banque. C'est ça le problème, répond Coleman calmement. Vous avez assimilé le mieux pour la banque à l'exclusion des personnes qui me ressemblaient. Cette équivalence est la définition du racisme systémique. Coleman fait glisser un dossier sur la table contenant des ressources pour l'éducation aux préjugés et les organisations communautaires. Je n'offre pas le pardon, monsieur Weber. J'offre une opportunité de devenir une partie de la solution plutôt que de continuer à faire partie du problème. Weber fixe le dossier avant de le prendre. Pourquoi feriez-vous cela après ce que je vous ai fait? Il ne s'agissait jamais de vous ou de moi, répond Coleman. Il s'agit de changer un système qui nuit à tous ceux qu'il touche, y compris vous. Alors que la nouvelle de la chute complète de Weber se répand dans l'industrie financière, Coleman reçoit des appels de dirigeants de 5 autres grandes banques, demandant nerveusement des réunions. 6 mois plus tard, l'agence phare de Pinacle Financial affiche une nouvelle enseigne, centre bancaire communautaire, égalité de service, égalité des chances. À l'intérieur, les clients et le personnel reflètent la population diverse de Chicago, une transformation visible par rapport à avant. Après une volatilité initiale, l'action Pinacle se négocie désormais 17% plus haut que les niveaux d'avant la réforme. Leurs politiques inclusives ont attiré des clients auparavant aliénés, avec des grandes sociétés d'investissement qui ont fait passer Pinacle au statut d'achat ferme, citant l'élargissement de la portée du marché comme un avantage concurrentiel. Coleman préside le Conseil d'éthique et d'inclusion, examinant les progrès avec les leaders communautaires et les experts financiers. Notre audit a identifié 342 cas de discrimination potentielle au cours de la dernière décennie.
Nous avons contacté chaque client affecté avec une réparation appropriée. Plus important encore, nos indicateurs montrent désormais un traitement cohérent pour tous les groupes démographiques. Sarah Chen, désormais vice-présidente exécutive des services bancaires communautaires, fait état d'impact mesurable de la formation anti-préjugés. Les scores de satisfaction client se sont égalisés entre les groupes démographiques, et les taux d'approbation des prêts sont désormais corrélés uniquement aux qualifications financières. Coleman tire parti de ce succès auprès des agences de régulation, témoignant devant le comité bancaire de la Réserve fédérale. Son plaidoyer conduit à de nouvelles normes exigeant des banques qu'elles rapportent des données démographiques sur les temps de service, les approbations de prêts et les plaintes, des mesures auparavant cachées au public. D'autres institutions réagissent avec plus ou moins de sincérité. Certaines mettent en œuvre de véritables réformes, reconnaissant l'opportunité commerciale de servir correctement diverses communautés. D'autres apportent des changements de façade sans réel changement de politique. Les apparitions médiatiques de Coleman mettent spécifiquement en lumière les réformes authentiques tout en critiquant le « théâtre de la diversité », créant une pression du marché pour un changement significatif. La Financial Service Equity Coalition transforme l'industrie par le biais de tests de clients mystères pour les pratiques discriminatoires avec des résultats publiés trimestriellement. Les banques obtenant de mauvais scores font face à un examen réglementaire et à une réaction négative du public. Dans les communautés auparavant mal desservies, l'impact se matérialise économiquement. Les approbations de prêts aux petites entreprises dans les quartiers majoritairement noirs et hispaniques augmentent de 64% dans l'ensemble de l'industrie. Les approbations de prêts hypothécaires augmentent de 42%. Les outils de création de richesse de la banque traditionnelle commencent à atteindre des communautés longtemps exclues. Lors d'une conférence financière, Coleman présente l'analyse de rentabilisation de la banque équitable. Ce n'est pas de la charité. C'est une stratégie solide. Les institutions qui adoptent authentiquement ces réformes gagnent des parts de marché et la fidélité de leurs clients, ce qui profitera à leurs résultats financiers pendant des décennies. Alors qu'il conclut, Coleman remarque Thomas Weber dans l'auditoire, représentant le projet Urban Financial Literacy Project, une organisation à but non lucratif axée sur la justice économique dans les communautés minoritaires. Un an après la confrontation initiale, Coleman retourne à l'agence phare de Pinacle. L'espace physique a été repensé. Fini les comptoirs imposants et les vitres de sécurité qui créaient des barrières entre le personnel et les clients. À leur place se trouvent des bureaux de service ouverts, agencés pour faciliter la conversation plutôt que pour souligner l'autorité. Diane, désormais directrice d'agence, le salue chaleureusement. Sa posture confiante et son costume de dirigeante reflètent son ascension rapide au sein de l'organisation. Une promotion basée sur le mérite, enfin reconnue. Dr Coleman, bon retour. C'est toujours un plaisir de vous voir. Sa poignée de main est ferme, professionnelle, de collègue à collègue plutôt que de subordonné à autorité. Les changements semblent substantiels, observe Coleman, notant la diversité de la clientèle servie avec la même attention et le même respect. Plus que de la cosmétique, confirme Diane, le guidant à travers l'espace transformé. Les temps d'attente sont en moyenne inférieurs à 5 minutes pour tous les clients. Les préapprobations de prêts sont désormais traitées via des protocoles d'évaluation aveugle. Aucun nom ou photo n'est attaché aux examens initiaux. Nous avons augmenté les prêts communautaires de 63% tout en diminuant les taux de défaillance. Il se dirige vers son bureau, anciennement celui de Weber, maintenant décoré de prix de réalisation communautaire et de matériel d'éducation financière. Les chiffres racontent une histoire éloquente, note Coleman. Mais comment cela se ressent-il sur le terrain? Diane réfléchit pensivement. Il y a eu de la résistance au début. Les habitudes formées au cours des décennies ne changent pas du jour au lendemain. Mais le succès est persuasif. Quand les gens voient de meilleurs résultats grâce à des pratiques plus équitables, l'opposition s'estompe. Plus tard dans l'après-midi, Coleman rencontre Sarah Chen au siège de Pinacle. Désormais leader reconnu de l'industrie dans l'équité bancaire, Chen présente les mesures complètes de la première année de réforme. Les plaintes pour discrimination ont baissé de 87%. Les prêts aux entreprises minoritaires ont augmenté de 64%. La satisfaction des employés est à des niveaux records. Et le plus significatif pour les sceptiques, la rentabilité globale a augmenté de 12%. Elle ferme sa tablette de présentation. L'analyse de rentabilisation a été faite de manière concluante. Et le cas humain, demande Coleman. Chen sourit. C'est évident dans les histoires que nous entendons quotidiennement. L'étudiant de première génération qui a obtenu un financement.
La famille immigrée approuvée pour son premier prêt hypothécaire. L'entreprise appartenant à une minorité qui a pu s'étendre grâce à un accès adéquat au capital. La banque ne concerne pas seulement l'argent, elle concerne l'opportunité. Alors qu'ils terminent leur réunion, Chen mentionne, vous pourriez être intéressé de savoir que Thomas Weber a suivi le programme de certification anti-préjugés. Il fait du bénévolat, enseignant l'éducation financière dans les centres communautaires du Southside. Coleman hoche la tête pensivement. Les gens peuvent changer lorsqu'ils sont correctement motivés. Plus tard dans la soirée, en quittant un restaurant du centre-ville, Coleman rencontre Weber de manière inattendue. Il y a un moment de tension alors qu'ils se reconnaissent, les deux hommes se souvenant de leur confrontation un an plus tôt. Weber a l'air différent, plus humble, son expression plus ouverte. Il ne porte plus l'armure de banquier faite de costumes coûteux et d'autorité institutionnelle. Dr Coleman, reconnaît-il d'un léger hochement de tête. Monsieur Weber, répond Coleman calmement. Je travaille maintenant avec le projet Urban Financial Literacy Project, propose Weber après une pause gênante. J'enseigne la budgétisation et la construction de crédits dans les communautés que j'ai auparavant mal desservies. Coleman l'étudie, trouvant cela gratifiant. C'est un défi, admet Weber. Affronter mes préjugés quotidiennement n'est pas confortable, mais nécessaire. Il hésite, puis ajoute, je ne comprendrai jamais pleinement les dommages que j'ai causés tout au long de ma carrière, mais j'essaie de rééquilibrer la balance durant le temps qu'il me reste. Leur interaction reste brève, pas une amitié, mais une reconnaissance de la croissance et du changement. En se séparant, Coleman réfléchit au fait que le résultat le plus surprenant n'a pas été la chute de Weber ou sa propre influence accrue, mais la façon dont la résolution des problèmes systémiques a finalement profité à toutes les personnes impliquées, la banque, ses employés, ses clients, et même Weber lui-même, enfin contraint de confronter les préjugés qui avaient limité sa propre humanité. Dans la scène finale, Coleman rencontre un groupe de jeunes entrepreneurs issus de minorités qui n'avaient auparavant pas pu obtenir de financement bancaire malgré des plans d'affaires solides. Il écoute leurs histoires de portes fermées, d'opportunités refusées, de potentiel étouffé avant de les connecter au nouveau programme de prêt inclusif de Pinacle. Le système est loin d'être parfait, leur dit-il candidement. Mais peut-être pour la première fois, il est en réelle évolution. Votre succès fera progresser cette évolution. Alors qu'une jeune femme décrit sa proposition de start-up technologique, Coleman se voit des décennies plus tôt, talentueux, déterminé, mais confronté à des obstacles inutiles. La différence est que son chemin, bien que toujours difficile, n'inclura pas les mêmes obstacles systémiques qu'il a rencontrés. Le cycle de changement positif continue, chaque succès créant de l'espace pour la prochaine génération. Votre abonnement nous aide à continuer de partager ces histoires importantes avec un public plus large. Appuyez sur le bouton j'aime si vous croyez qu'il faut lutter contre la discrimination et les préjugés sous toutes leurs formes. Partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà été sous-estimé en raison de votre apparence? Quelqu'un vous a-t-il jugé avant de connaître votre vraie valeur? Les histoires les plus captivantes pourraient inspirer nos futurs épisodes. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement une histoire, c'est un rappel. Le silence protège les systèmes, mais le courage les réécrit. Chez BitStories, nous ne nous contentons pas de regarder le changement, nous le documentons. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui défient le pouvoir et amplifient la vérité.